Philippe Brun, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Bienvenue, on va parler de Bruno Retailleau bien sûr, mais on va commencer par la situation au Liban. Guerre totale, c'est ce que redoute la diplomatie mondiale, notamment Josep Borrell, chargé de la diplomatie pour l'Europe. Est-ce que c'est votre crainte aussi ? Oui, la crainte c'est que Beyrouth, le Liban devienne un nouveau Gaza. La journée d'hier a été particulièrement meurtrière. C'est la journée la plus meurtrière depuis la guerre civile au Liban, avec un bilan extrêmement lourd, 500 morts, plus de 1500 blessés. Et on attend beaucoup de ce qui va se passer aujourd'hui aux Nations Unies. Que peuvent faire les Nations Unies ? En tout cas, rouvrir la discussion. Je crois que il y a des deux côtés une volonté de dialogue, malgré la violence des bombes. J'entends aussi ce que dit le ministre israélien de la Défense, qui dit qu'une solution diplomatique est possible. Saisissons la main tendue et essayons de trouver une solution politique pour mettre fin à cette guerre. Le problème, c'est que depuis août 2020, depuis l'explosion du port de Beyrouth, on a l'impression qu'il n'y a plus de Liban, en tout cas plus de Liban homogène politiquement, avec un Hezbollah qui est devenu peut-être le maître de la place. Je ne sais pas si le Hezbollah est le maître de la place. En tout cas, il faut rouvrir le dialogue. Et il est évident qu'on ne peut se permettre de voir Beyrouth devenir un nouveau Gaza. Et qu'il y a dans cette affaire là des questions géopolitiques, une question d'humanité. Et on ne peut pas accepter qu'autant de vies soient sacrifiées en raison de cette situation. Le président de la République française a beaucoup parlé aux Libanais depuis 4 ans et encore la semaine dernière. Il leur a parlé sans citer le Hezbollah. Est-ce que vous comprenez le jeu diplomatique d'Emmanuel Macron ? Et c'est un peu étrange. Je sais qu'il s'exprime cet après-midi aux Nations Unies. Nous verrons ce que sera son discours. Je crois que la France a un lien, comme dirait le général de Gaulle, multiséculaire avec le Liban, et que nous avons un rôle dans la région historique que nous avons vocation à garder. Et je crois que la parole de la France est attendue. Alors en France, ce sont les premiers pas du gouvernement que l'on surveille, premiers pas et premiers couacs. Commençons par celui du ministre de l'économie Antoine Armand, qui hier sur France Inter expliquait que le Rassemblement national n'était pas dans l'arc républicain et qu'il ne recevrait pas les députés du RN dans ses consultations. Est-ce que vous le soutenez dans cette position ? Écoutez, je crois que ce qui se passe, la polémique que nous avons vécue hier est finalement le symbole de ce qu'est ce gouvernement. C'est un gouvernement qui voulait être celui du Front républicain et qui finalement dépend totalement du Rassemblement national. J'ai trouvé vraiment pathétique la manière dont il a été rabroué par le Premier ministre qui s'est empressé d'aller s'excuser auprès de Marine Le Pen. On voit bien à quel point ce gouvernement ultra minoritaire est voué à être censuré très rapidement. Pourquoi peut-être que ce jeu de survie garanti par le RN, ça peut durer ? Écoutez, imaginez le discours de politique générale, ça va être une mascarade. Vous allez avoir Michel Barnier qui va monter à la tribune de l'Assemblée nationale et qui va se dire « il faut que je fasse le discours le plus à droite possible, sinon les députés RN se précipiteront à la sortie de mon discours de politique générale pour aller voter la motion de censure déposée par la gauche. » Il va donc devoir recruter un scribe probablement venu de l'extrême droite. Alors Patrick Buisson n'est plus de ce monde, il va devoir peut-être demander à Geoffroy Lejeune ou d'autres d'écrire son discours. On voit bien que ce n'est pas possible. Michel Barnier n'est lui-même pas d'extrême droite. Il va donc devoir faire de telles concessions qu'il ne pourra pas tenir bien longtemps. Mais est-ce qu'il ne peut pas neutraliser l'extrême droite tout en plaisant à la gauche ? Par exemple, s'il dit que la réforme des retraites est imparfaite et qu'il faut la corriger, il jouera sur les deux tableaux. Ce serait une bonne idée de dire qu'elle est imparfaite et qu'il faille la corriger. Pour l'instant, je ne le vois pas venir. Et de la discussion que j'ai pu avoir avec les nouveaux ministres, que j'ai pu avoir aussi avec son équipe, je ne crois pas qu'il y ait de volonté de revenir sur ce qui est un totem aujourd'hui pour la minorité présidentielle. De la même manière, on le voit avancer vers un peu plus de justice fiscale, comme il le dit. D'ailleurs, le patronat réagit plutôt bien. Là, il y a peut-être une piste où c'est la gauche qui lui permettrait de survivre, même si l'extrême droite n'est pas contente. En tout cas, il y a un vrai sujet aujourd'hui pour nos comptes publics. Et le redressement des comptes publics, il y a certainement des efforts à faire sur certaines dépenses, mais il y a aussi un effort à faire en recettes. Le président de la République, Emmanuel Macron et sa majorité nous ont désarmés fiscalement de 50 milliards d'euros depuis 2017 chaque année. Il y a des efforts à faire. Nous porterons évidemment un amendement pour rétablir l'impôt sur la fortune, celui qu'on a eu en France de 1997 à 2017, et la France ne se portait pas si mal. Pour également une meilleure progressivité de l'impôt sur le revenu, pour permettre aussi de mettre à contribution les grandes entreprises dans l'effort de réduction de nos déficits. Ce désarmement fiscal, comme vous l'appelez, il a quand même permis d'attirer les investisseurs mondiaux. On est le mieux placé de tous les pays d'Europe et de créer des emplois, de faire baisser le chômage. Alors ça reste à démontrer. Quand vous regardez par exemple la production industrielle, les chiffres de production industrielle n'ont pas augmenté sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ont même plutôt baissé. Le nombre d'emplois industriels a également baissé chez Emmanuel Macron. Et puis les chiffres du commerce extérieur, ce qui est tout de même le juge de paix
toute politique économique, les déficits n'ont jamais été aussi élevés. Donc je crois qu'il y a une forme de manipulation sur cette fable de la réussite économique d'Emmanuel Macron. La vérité, c'est que la France est en difficulté aujourd'hui, a une croissance faible, 1,1 peut-être cette année d'après l'INSEE, dont 0,3 grâce aux JO. Donc c'est-à-dire que sans les JO, on aurait une croissance à 0,8. C'est quand même extrêmement faible. Alors, la bataille Retailleau-Migaud aussi a animé ses premiers jours. C'est un grand classique, ministre de l'Intérieur contre garde des Sceaux. Sauf que là, ça arrive dans un contexte où il y a ce fait divers terrible. La jeune Philippine assassinée, un suspect arrêté en Suisse, présumé innocent, mais qui semblerait avoir échappé aux procédures d'expulsion d'OQTF. Ça donne raison à Retailleau ? Écoutez, c'est très étrange parce qu'on a très peu d'informations. Il y a deux questions qu'on se pose. La première question, c'est pourquoi a-t-il été libéré si vite ? Si tant est qu'il est le coupable. Parce qu'un viol, et 2019, la condamnation, comment a-t-il été libéré? Il était mineur. Aussi vite Il risquait 15 ans s'il était majeur, 7 ans et demi s'il était mineur, il en a fait 5. Bon, voilà, donc ça c'est la première interrogation. Et la deuxième interrogation, la politique du gouvernement sortant, et qui est d'ailleurs le nouveau gouvernement aussi, c'était d'expulser de manière automatique les étrangers qui sortaient de prison. Pourquoi celui-ci n'a pas été expulsé? Parce que le service n'a pas rempli le bon papier, parce que le Maroc a traîné, c'est une faillite administrative dont est responsable le gouvernement actuel, en tout cas cette majorité actuelle, et donc ils doivent s'en expliquer. Parce que moi je ne comprends pas en effet que s'il est en tout cas coupable, et il faut respecter la présomption d'innocence, mais en tout cas que ce principe posé par Gérald Darmanin n'ait pas été respecté. Est-ce que ce n'est pas un défi aussi à la gauche, au Front populaire, dont certains membres pensent que sur l'immigration, il faut être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, et qu'il faut surtout résister au durcissement? Écoutez, là, il n'y a pas une question de durcissement. La loi permettait tout à fait de l'expulser. Il était arrivé en France relativement âgé, il n'avait pas de lien, de racines familiales en France. On pouvait tout à fait l'expulser. Donc la gauche n'est responsable de rien en la matière. Un ministre qui applique la loi et qui ne fait pas que des déclarations, mais agit dans l'intérêt public, aurait dû faire expulser cet étranger à la sortie de son emprisonnement pour des faits très graves, des faits de viol reconnus. Si le gouvernement Barnier tombe, et en effet beaucoup le pronostic au plus tard au moment du vote du budget, qui prendra la suite? Est-ce que vous pensez que Bernard Cazeneuve, pour lequel vous avez œuvré cet été, a une deuxième chance? En tout cas, il faut préparer dès maintenant l'après-Barnier. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous mettions en situation de pouvoir prétendre au gouvernement du pays. Pour cela, il faut que nous mettions sur la table les différentes options dont nous disposons. Et tenir compte finalement de ce qui a été notre échec de cet été. Il ne faut pas commencer par les personnes, il faut commencer par le programme. Savoir quelles sont les discussions que nous voulons avoir avec les autres groupes. C'est-à-dire que tout le programme, rien que le programme du NFP, ça ne doit plus être la stratégie. Ça ne doit plus être la stratégie. D'ailleurs, ça ne l'a jamais vraiment été. C'était les déclarations des premières semaines qui ont été amendées constablement par Lucie Castet, qui s'est ouvert à des compromis. Peut-être que ces compromis ont été un peu tardifs compte tenu de la séquence et puis de la volonté du président de la République de garder la main et de ne surtout pas appeler la gauche à Matignon. Il sera forcé de le faire si Michel Barnier est finalement censuré. À ce moment-là, il faudra effectivement que nous soyons prêts. Et donc préparons-nous dès maintenant, c'est ce que je dis à mes collègues. Il nous manque 100 voix, toujours 100 voix, 100 sièges. Où sont-elles par rapport à la majorité absolue? Alors il faut que nous ouvrions dès maintenant, évidemment pour l'instant de manière discrète avec nos partenaires, avec ceux qui peuvent partager avec nous un certain nombre d'idées. À la gauche de la Macronie, au Modem, il y a des pistes possibles. Écoutez, moi je vois qu'avec le Modem, on travaille très bien à la Commission des Finances depuis maintenant 2 ans. J'ai un accord presque parfait avec Jean-Paul Mattei sur les questions fiscales. Il est favorable pour rétablir l'ISF, il est favorable à une taxation des super profits, une taxation des super dividendes. C'est un partenaire. Et puis je vois que ça bouge aussi dans la Macronie. Une députée qui s'appelle Stella Dupont qui veut censurer le gouvernement Barnier. Une autre députée qui s'appelle Sophie Errante qui quitte le groupe macroniste. Il y a donc aujourd'hui des lignes qui bougent. Mais si vous allez vers ces gens-là, les filles vont pas vous suivre. Et vous allez perdre 72 députés, vous n'aurez toujours pas de majorité. Écoutez, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire au gouvernement. Si on a une majorité déjà pour suspendre la réforme des retraites et revenir sur ce qu'il y a de pire dans cette réforme, c'est-à-dire la mesure d'âge qui amène aujourd'hui des gens qui ont leur trimestre à 62 ans à devoir continuer à travailler jusqu'à 64 ans parce qu'ils ont commencé à travailler tôt. Les gens qui exercent les métiers les plus pénibles, les gens qui ont l'expérience de vie la plus courte et à qui on demande de travailler 2 ans plus tôt. Si déjà on arrive à résoudre ce problème, eh bien les gens nous remercieront. Ce serait un gouvernement Cazeneuve sans ministre et les filles, on est d'accord. Sinon, il serait censuré immédiatement par le bloc en face. Je n'en sais rien, je ne peux pas faire de la politique fiction. Ça va être compliqué. Je ne sais pas d'ailleurs. Très franchement, si Bernard Cazeneuve a envie de revenir, je n'en sais rien.
Première question. Donc la personne, en tout cas pour l'instant, n'est pas le sujet. Et deuxièmement, LFI a déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas être un obstacle et qu'il ne participerait pas à un gouvernement. Un mot sur la mise en examen de la députée Chikirou, soupçonnée d'avoir surfacturé pendant la campagne 2017. Il y a un petit problème avec le système LFI, le système Mélenchon? Écoutez, il y a une mise en examen, il y a d'autres gens qui sont mis en examen, il y a des ministres qui ont été mis en examen. Je crois qu'il faut que la justice se prononce. Cette affaire dure depuis longtemps maintenant. Il est arrivé que des gens mis en examen soient blanchis, d'autres condamnés. Et en tout cas, il faut respecter la justice et lui faire confiance. Alors, si on respecte les textes, j'ai vu dans les statuts du PS qu'il devait y avoir un congrès dans les 6 mois qui suivent les législatives. Est-ce qu'il y aura un congrès avant ou juste après Noël ? Écoutez, je le souhaite. Normalement, il doit y avoir un congrès à mi-mandat. Donc, nous aurions dû avoir un congrès au mois de novembre et je constate qu'il n'a pas été convoqué. Et puis, il y a un deuxième article dans les statuts du Parti socialiste qui dit qu'il faut avoir un congrès 6 mois après l'élection législative. Donc, ça nous amène en janvier. Et là, je veux aussi que le premier secrétaire n'est pas tellement allant. Alors, je crois qu'il faut que les uns les autres, nous nous organisions pour qu'un congrès ait lieu au début de l'année 2025. Comment pouvez-vous vous organiser ? Eh bien, il faut, moi j'appelle Olivier Faure, on a un certain nombre à le faire. Benoît Payan, par exemple, le maire de Marseille, a fait une intervention lors de la fête de la Rose dans les Bouches-du-Rhône pour dire il nous faut un nouveau congrès. Pourquoi il nous faut un nouveau congrès ? Parce qu'il faut qu'on arrive à trancher sur la ligne politique à tenir, notamment si nous avons des élections législatives au mois de juillet de l'année prochaine, avec une nouvelle dissolution. Je crois qu'on a besoin de débattre dans le Parti socialiste. Au-delà des questions de personnes et de l'avenir d'Olivier Faure, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir quelle ligne politique nous voulons défendre à un moment où le Parti socialiste, qui a davantage de députés que jadis, a une image un peu brouillée dans l'opinion publique et il faut la redéfinir et redéfinir ce qu'est le socialisme au XXIe siècle. Philippe Brun, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain. Votre invité sera la députée Céline Hervieux. Une autre société. Radio J.